Benoît m'a confié qu'il était à ses heures perdues, apiculteur, et il m'a appris des tas de choses. Et j'ai trouvé ça dommage de ne pas partager ses enseignements et ces clichés qu'il a fait tomber chez moi, ces préjugés que j'avais. J'ai trouvé ça dommage de ne pas les partager au public, alors je lui ai proposé de faire une deuxième intervention sur sa passion, je crois que c'est en tout cas une de ses passions, qui est l'apiculture. Alors Benoît, je vais arrêter de parler, et je vais vous laisser d'abord me présenter l'histoire de cette activité pour vous. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans votre vie, et qu'est-ce que vous faites exactement, pour ensuite retourner sur les discussions que nous avions eues sur les bonnes choses et les mauvaises choses dans l'apiculture. Alors, je suis apiculteur depuis que je suis tout petit, je suis tombé dedans. Comme Obélix. Comme Obélix. Dans la mesure où mon père était conférencier apicole. D'accord. Il avait une formation en apiculture. Il n'a pas fait beaucoup de conférences, mais il avait la formation. Et nous avions un rucher à Bruxelles. Nous avions un rucher aussi au nord de Tornout, près de Breda. Mm-hmm. Et nous travaillions au départ en abeilles noires, c'est-à-dire les abeilles locales. On dit elles sont noires parce que par rapport aux abeilles méridionales, qui sont plus jaunes, les abeilles noires prennent la chaleur plus facilement, se refroidissent moins que les abeilles qui sont claires. Mm-hmm. Voilà. Ces abeilles noires étaient réputées vers les années 1850 comme parmi les meilleures abeilles du monde. Elles ont été beaucoup exploitées, mais elles n'ont pas été sélectionnées. Et qu'est-ce que vous appelez sélectionner? Pour le novice, celui qui n'y connaît rien. C'est mon cas. On peut multiplier ces colonies. Il y a une colonie, on en fait 2, prenez 5, etc. D'accord. Voilà. Je comprends. Où on peut dire, sur les 20 colonies que j'ai, vraiment celle-là est plus conviviale, plus douce. Je voudrais bien 20 comme celle-là. Mm-hmm. Et alors, on peut faire des filles de cette ruche-là et les mettre dans toutes les autres. Et on va, comme ça, petit à petit, adoucir son cheptel et avoir un cheptel meilleur. Et pour cela, l'abeille noire était particulièrement appropriée, si je comprends bien. C'est un travail qui n'a souvent pas été fait avec l'abeille noire, et qui a été fait avec d'autres races. En Autriche, en Carinthie, ils ont sélectionné les abeilles, et parce que c'était un secteur économique important dans l'Ancien Régime, et ils avaient organisé la sélection dans chaque village. Il y avait une personne qui était chargée de repérer les meilleures colonies et de multiplier les colonies, de faire des colonies pour tous les gens du village. Chez nous, on prenait les abeilles, on allait dans les Landes, on allait du côté de Verviers, dans les Landes, on mettait ces ruches, on faisait du miel, et on faisait même parfois des contre-sélections, dans la mesure où on pesait les ruches, quand elles étaient bien lourdes, on les massacrait pour pouvoir prendre le miel, ne pas trop lourdes, alors on les laissait, et donc on a sélectionné des ruches pas trop développées. Or, une colonie récolte du miel au carré du nombre de ses butineuses. Ce qui veut dire que plus j'ai des butineuses, plus je vais avoir de miel. Si j'ai 2 fois plus de butineuses, je vais avoir 4 fois plus de miel. Et donc, ça veut dire qu'on a fait les mauvais choix juste parce qu'on voulait se fournir à court terme. À court terme, en termes de productivité. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que vous disiez que les abeilles noires ont été mal exploitées. N'ont pas été sélectionnées. Voilà. Mais c'est une abeille qui a beaucoup de potentiel, parce que le fait aussi, quand on sélectionne, les sélectionneurs, ils jettent des chromosomes, ils jettent énormément de chromosomes, parce que si je veux être homozygote sur un gène, je vais devoir écarter beaucoup autour de ce gène-là, mais en écartant autour de ce gène-là, j'écarte aussi beaucoup de gènes qui n'apparaissent pas, qui ne servent pas, mais qui ont servi dans le passé, qui serviront peut-être lorsqu'il y aura une nouvelle maladie qui apparaîtra, etc. Le potentiel. Donc, on fragilise très fort. L'abeille noire peut sélectionner à tous ces gènes en désordre. Voilà. Donc voilà ce qu'est l'abeille noire. Et ce que je pense qu'on peut faire, nous voudrions pouvoir la protéger parce qu'elle a une rusticité que les abeilles exotiques n'ont pas. On a été très étonnés lorsqu'on a créé près de Virel, on a créé une zone d'abeilles noires et on était voir
puisque tous les apiculteurs du coin à Chimay ont choisi de rester en abeille noire, il y a eu un petit règlement communal demandant qu'on se mette en abeille noire et pas autre chose. Ce qui permet à nos abeilles d'être fécondées par les mâles de leurs propres espèces. L'élevage en abeille noire ne se fait pas comme on élève un troupeau, un cheptel de vaches ou de chevaux. Si j'ai une jument qui est trop légère, je choisis un étalon qui va permettre d'avoir le poids et la musculature qu'il faut, ou vice-versa. Avec les abeilles noires, les abeilles, toutes les races, à 7 jours, la reine sort de la ruche, va se faire féconder, et elle se fait féconder par environ 25 mâles. C'est la fête. Oui, mais elle ne le fait qu'une fois. Ouais. Elle remplit sa spermathèque, et c'est sa spermathèque qui va servir toute sa vie. Ah oui, d'accord. Donc, chaque fois qu'elle pond, l'œuf touche la spermathèque, il est fécondé, elle féconde les œufs à la sortie pendant toute sa vie. Ce qui fait que si mon voisin a une race exotique, je vais me retrouver avec 40, 45%, 50% de mes mâles d'abeilles qui viennent féconder par sang. Et toutes mes colonies vont être hybrides. Même si j'ai des abeilles pures noires et à côté d'hybrides, exotiques, mais je ne sais plus élever à partir de cette colonie-là. Et donc ça fait disparaître notre abeille locale. Et c'est une problématique réelle de nos jours. Oui, notre abeille locale est menacée. Est-ce que c'est grave? Parce qu'on pourrait se dire, ben tiens, alors je parle toujours dans la position de la personne qui n'y connaît rien, hein, du novice. Est-ce que c'est grave qu'une abeille exotique puisse remplacer l'abeille locale? Est-ce que finalement elles ne font pas le même rôle de polliniser? Lorsque, plusieurs fois, j'ai eu l'expérience comme administrateur de la Fédération liégeoise d'apiculture d'aller chercher, vider des ruchers abandonnés. Eh bien, même si ce n'étaient pas des abeilles noires, on a retrouvé les caractéristiques de l'abeille noire. Ces abeilles exotiques disparaissent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a voulu faire une zone d'abeilles noires à Chimay, on s'est dit, ok, maintenant on va voir ce qu'il y a reste de sang étranger. Eh bien, l'ADN mitochondrial de toutes les reines, de toutes les abeilles qu'on a collectées autour, étaient tous l'ADN mitochondrial noir. L'ADN mitochondrial, ce n'est de l'ADN qui n'est pas dans le noyau, mais qui est dans le cytoplasme et qui se transmet par la voie féminine. Donc, toutes les reines qui ont été introduites dans les années 60, italiennes, qui ont été introduites près de Chimay dans les années 60, ont toutes disparu. Ce qui veut dire que nos races locales, nos souches locales, ont une rusticité. À quel niveau, on peut en discuter, mais elles ont de fait une rusticité. Et si on garde les mêmes abeilles, les mêmes souches d'abeilles, depuis l'Angleterre jusqu'à la Suède et jusqu'en Crète, on va fragiliser nos abeilles. Un jour, ces abeilles très sélectionnées, si un jour arrive une maladie pour laquelle on a évacué les chromosomes variants qui pouvaient leur permettre de résister, on va perdre toutes nos abeilles. Donc on met tous nos œufs dans le même panier. C'est déjà pas ce qui est en train de se passer quelque part, parce qu'on entend tirer les sonnettes d'alarme partout sur l'abeille. C'est un sujet qui revient fréquemment sur les réseaux. Alors l'abeille est menacée. Elle a été menacée, notamment, oui, elle a eu le déplacement d'abeilles qu'on a fait notamment qu'on a importé un poux de l'abeille, un arachnide, qui vient d'Inde et qui menace notre abeille locale. Et nos abeilles, qu'elles soient sélectionnées ou pas, étaient totalement désarmées. Par rapport à ce poux. Par rapport à ce poux. Il vient d'une autre espèce d'abeille qui vit en symbiose avec ce poux, mais arrivé sur nos abeilles méditerranéennes, c'était la catastrophe. Et le fait que deux races, une exotique et une locale, puissent s'accoupler et finalement muter vers une génération mixte, ne leur permet pas de reprendre le dessus? La nature ne reprend pas le dessus à un moment donné? On peut l'envisager? C'est pas imaginable? Oui, si on arrête d'importer des abeilles tout le temps sélectionnées.
Ah oui, voilà, on revient au même problème en fait. Si on arrête les importations, on peut faire avec le mélange et puis les critères de rusticité émergeront. Voilà, c'est Mais ça. si on fausse tout le temps et qu'on recommence la sélection tout le temps zéro, alors non, on finira Voilà. par dire que l'abeille locale n'est pas bonne et on finira par dire que la seule confortable c'est l'abeille étrangère et on finira par faire de l'extermination. Ça a été fait en Allemagne, hein, et ils ont nettoyé toutes les abeilles locales. Hein. Ils ont tous remplacé tout leur cheptel par des abeilles Carnica, de Carinthie, hein, parce qu'elles étaient plus douces, elles étaient plus sélectionnées. Et le but c'était quoi? C'était la productivité? Oui, la productivité à court terme. Donc c'est toujours le même problème qui revient en général, c'est produire. On sélectionne des abeilles qui sont des sortes de Holstein mais qui n'ont plus rien de l'auroch. Hein. On peut avoir des abeilles, des races de vaches qui ne sont pas la Holstein, qui ne sont pas l'auroch, mais qui sont des races locales, des vaches locales, qui peuvent être des races à deux fins, qui peuvent faire à l'occasion de l'attraction, et qui peuvent faire de la viande, qui peuvent faire leur lait, et qui peuvent faire leur veau. Donc on se fragilise, on prend des risques qui sont pas raisonnables. Donc si je comprends bien, quand on parle des problématiques qui sont liées à l'abeille et de leur mise en danger, et qu'on entend, comme je disais tantôt, régulièrement dans la presse et les médias, tout prend son origine en fait dans cette explication, dans ce fait qu'on fait des mixtes avec des abeilles exotiques en fait. Oui, et j'ai presque envie de dire c'est même pas la peine d'aller chercher chez les insectes les pesticides, ou il y a quand même un facteur aussi. Il y a aussi un problème de pesticides. Voilà, qui fait que nos abeilles, nos ruches, quand j'étais gamin, elles débordaient d'abeilles au mois de mai. Et ici, au mois de mai, elles sont vivantes. Hein. Okay. Et gamin, on passait son temps à faire du miel. Aujourd'hui, je fais de l'élevage. Donc ici, on parle, pardon de t'interrompre, pour boucher les trous. Ici, on parle d'une problématique qui est celle de la perte de la rusticité, de la mixité trop accentuée, qui pose des impacts négatifs. Ça, c'est un premier gros problème pour toi. Si je devais le comparer, c'est peut-être un peu bête comme question, mais si je devais le comparer avec la problématique des pesticides, on arrive au même niveau de dangerosité, ou l'un est plus préoccupant que l'autre? C'est pour un peu voir une échelle de préoccupation par rapport à l'apiculteur que tu es. Qu'est-ce qui te préoccupe plus? C'est ça, ou c'est justement les pesticides encore? Je ne sais pas dire lequel me préoccupe le plus. Ce sont deux préoccupations bien différentes. Majeures. Pour l'abeille, c'est un problème de biodiversité. Ça, c'est un point. Okay. Voilà. Maintenant, les pesticides, c'est aussi une grosse problématique, et qui est intéressante dans la mesure où, là où les abeilles disparaissent, l'homme est aussi touché. Si j'ai une colonie qui meurt, comme elle veut un abeille, je sais aller rechercher des abeilles et les multiplier et en remettre. Si les hommes sont touchés par les produits qu'on utilise pour les abeilles, qui sont des neurotoxiques, qui fait que les abeilles sont perdues et ne rentrent plus à la ruche, on donne ça aux hommes parce qu'on trouve ces produits dans l'alimentation humaine. On s'étonne que les enfants sont perdus en classe et qu'ils sont hyperactifs. Mais qu'est-ce que c'est un enfant hyperactif? C'est un enfant qui cherche un point d'équilibre. Il ne sait plus se concentrer. On lui demande un problème, A, B, C, il va A, et puis, oh, le beau pull bleu, oh, le bicroute, la voisine, oh, etc. Il est perdu. Et c'est ça qui fait l'enfant hyperactif. Et ces enfants hyperactifs n'auront pas la carrure intellectuelle d'une personne saine. Là, on parle d'une génération humaine qui est perdue. Une génération humaine qui est perdue, on ne sait pas aller chercher cette culture ailleurs. Et là, ça peut être dramatique pour nous. C'est un problème. Donc, travailler sur les abeilles, réfléchir sur les abeilles, fait voir notre société humaine, après avoir vu la société des abeilles, se poser des grosses questions sur notre société humaine. Alors donc ça, heureusement... Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Ouais. Ce sont deux problèmes. S'il faut me demander qu'est-ce que tu préfères, ton papa et ma maman, écoutez, j'ai besoin de mon papa et ma maman. Il n'y en a pas il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Non, je voulais voir s'il y a une préoccupation qui était plus grave, et vous avez très bien répondu à ma question. Maintenant, heureusement, j'ai envie de dire, on commence à avoir de plus en plus dans les médias et dans les réseaux sociaux que les gens prennent conscience de cet aspect. Ça, je trouve que c'est déjà un premier bon message qu'on peut passer aujourd'hui. Les préoccupations sont présentes, elles sont bien réelles. Qu'est-ce que le citoyen qui nous écoute aujourd'hui peut faire
dans un sens positif pour la situation? Alors, moi je pense que pour l'instant, la meilleure façon d'agir, c'est rentrer dans la transition. Ça, c'est un aspect. Parce que ça globalise le problème, d'une part, et agir localement. C'est un vieux concept de penser globalement et d'agir localement. Donc ça veut dire que je vais acheter mon miel chez le producteur dans mon village, par exemple. Ça dépend la situation dans laquelle je me retrouve. Si je suis en appartement, oui, je vais choisir mon producteur. Si je suis en banlieue, je peux avoir des abeilles. Et je peux faire des abeilles avec d'autres personnes. Comme ça, je vais apicoler avec d'autres. Je vais apprendre à comment conduire mes ruches. Et ça va me faire découvrir la faune, la flore surtout la flore de mon entourage. Et je vais sélectionner mes abeilles, éventuellement choisir ma race locale d'abeilles, qui est moins productive, mais qui aura une récolte plus régulière d'une année sur l'autre. Parce que l'abeille noire est une abeille rustique qui récolte moins, mais qui récolte chaque année, parce que sinon elle ne passe pas l'hiver. De façon plus régulière. Une abeille très sélectionnée va toujours être au top, très très populeuse, toujours faire son élevage. Et puis quand il y a 3 semaines de pluie au mois d'août, ce qui arrive en Belgique, on se retrouve avec le réservoir vide, et l'hiver est là, et on ne passe pas l'hiver. Et là, on voit les facteurs de rusticité de l'abeille noire. Et c'est là qu'on comprend les enjeux, évidemment. Et qu'on garde. Mon père a commencé avec des abeilles noires. Puis est arrivée la mode de l'herbe du voisin est toujours plus verte. On a essayé des abeilles qui venaient de Russie, on a essayé des abeilles carnica, on a essayé... Et puis mon père a dit, j'arrête, je reviens à l'abeille noire. Mais ce faisant, il avait participé à la pollution génétique de sa propre abeille. Lui-même n'avait plus d'abeilles noires. Vous voyez, on est confronté. Moi-même, j'ai repris, quand mon père a arrêté, j'ai pris les abeilles de mon père, les dernières abeilles de mon père. Puis ces abeilles ont dégénéré, elles sont devenues hyper méchantes, parce que quand on croise des abeilles noires avec des abeilles exotiques, on croise des abeilles qui ne sont pas connues depuis la glaciation. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas d'apiculture. On faisait de la chasse. On allait le soir, on cassait tout, et on s'enfouillait avec les abeilles au cul. Les abeilles, à cette époque préhistorique, pour survivre, devaient être méchantes. Ouais. Quand on croise ces deux souches, on retrouve ces caractères ancestraux. Et on trouve des abeilles qui vous attaquent à 50 mètres de la ruche, ce qui est impensable, dangereux, et à la limite dangereux. Donc on est obligé d'un peu sélectionner. Et donc, oui, après avoir fait ça 2 fois, j'ai dû changer mes reines. Et la 3e fois, j'ai dit, bon, maintenant, il est temps que je commence à élever. Alors, Parce maintenant... je vais devoir, si j'ai une ruche qui est bonne, je vais repérer dans mon rucher lesquelles sont non conviviales. Et donc, je dois changer les reines. Et je vais garder un peu sélectionner des abeilles avec lesquelles je sais vivre. J'avais prévenu l'auditeur qu'ils allaient apprendre plein de choses aujourd'hui. Je crois qu'on répond bien à nos promesses là. Alors, malheureusement, tout le monde n'a pas l'âme d'un apiculteur ou la possibilité pratique de faire de l'apiculture chez soi. Par contre, il y a d'autres actions qu'on peut imaginer. Moi, j'avais pensé que dans mon jardin, réserver un coin avec des herbes sauvages peut aider les abeilles. C'est un préjugé réel ou c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Alors, à la fois, il ne faut pas se faire d'illusions. Parce qu'il y a des communes qui remettent des petits sachets pour les abeilles, avec des par saison, et on dit, plantez ces graines, vous aurez des plantes diverses, ça aide les abeilles. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions. C'est très bien d'agir localement, et on le fait. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, parce que les abeilles, une colonie d'abeilles va jusqu'à 3 km autour de sa ruche pour récolter. Donc, elle a un énorme territoire, parce qu'elle a besoin de se nourrir tout au long de la saison. En hiver, elle trouve les fleurs de lierre encore, qui est une plante il faut du lierre, il faut cette diversité, mais il ne faut pas se faire d'illusions, mon petit jardin ne s'ouvre pas une colonie. Mais c'est vrai que mon petit jardin, plus le petit jardin du voisin, etc. Voilà. fera la différence. Donc ça, c'est un premier bon message qu'on peut maintenir et qu'on peut confirmer comme étant une bonne action. Oui. Alors, comme consommateur, effectivement, nous avons maintenant promu le label de miel de noir avec Slow Food. On a promu l'abeille noire et il existe un label miel de noir, miel d'abeille noire. Il faut le favoriser. Et c'est vrai que c'est un plus si je peux consommer
du miel d'abeilles noires plutôt que de miel exotique, de miel chinois ou de miel ou un autre miel. Mais c'est pas un piège en soi, parce que c'est de nouveau, si on fait un appel à la consommation sur ce miel en particulier, on remet une pression sur ces colonies pour la production et on risque pas de rentrer de nouveau dans des écarts. Non. J'exagère volontairement dans l'autre sens, Oui. Tu comprends ma démarche? Non. D'abord, je pense qu'il y a un intérêt, c'est de faire comprendre la problématique qu'on a évoquée ici. Voilà. Hein, ça, ce podcast y contribuera et ton appel je aussi. Je crois qu'au niveau, cet aspect est fondamental, que chaque citoyen comprenne dans quel jeu il joue, en quoi il est citoyen et en quoi son impact peut faire la différence. Déjà, ça, je crois que c'est une chose. Oui. Et puis, ça peut encourager les apiculteurs qui ne savent pas quelle race choisir, de choisir la race locale. Bien vu. Hein, quitte à avoir 2 ou 3 colonies de plus pour avoir la même quantité de miel. Hein, puisque, effectivement, ces races très sélectionnées font, par colonie, plus de miel. Oui, elles font un tiers de plus de miel, c'est vrai. Mais ça, je peux le compenser en ayant 2-3 ruches de plus et qui passent bien l'hiver, qui hivernent facilement, correctement, et j'aurai ma production tout aussi bien. Il existe aujourd'hui des abeilles noires qui sont très conviviales et avec lesquelles moi je travaille. Je peux passer la tondeuse devant la ruche et je ne me fais pas attaquer. Alors ça, c'est une action concrète aussi qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aider la cause de l'abeille noire? Donc consommer du miel noir, si on a le talent d'apiculteur ou qu'on a envie de se lancer dans l'aventure, on peut le faire. On a parlé de varier les plantes, chacun dans ce petit potager, son balcon, sa terrasse, et que le cumul de tout ça pourra agir à un moment donné. Les personnes qui veulent mettre des ruches dans leur entreprise peuvent se poser la réflexion de quelle abeille choisir. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? Alors je pense que devenir apiculteur, il y a des gens qui ont... C'est vraiment un mot-clé, quoi. C'est vraiment un point clé. Pourquoi dépendre tout le temps des autres alors qu'on peut être autosuffisant, le faire soi-même? Or, le miel est quand même un aliment important, très important, historiquement très important. Donc, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui m'interpelle quand même. Moi, je me rappelle, mes grands-parents, ils se consommaient ce qu'on appelle la gelée royale. Oui. Tu peux un peu réexpliquer et rappeler aux gens ce que c'est la gelée royale et pourquoi elle est si prisée? Parce qu'on en trouve aussi dans les magasins. Hein. Et elles ont en général des prix assez élevés. Oui. D'abord, ce que c'est la gelée royale. La gelée royale, c'est le lait des abeilles. Voilà. Elles ont une glande dans la tête qui sécrètent un lait, comme les pigeons ont aussi une glande qui sécrète du lait pour leurs jeunes. Les abeilles sécrètent un lait. Et ce lait, à l'état pur, permet à un œuf d'abeille fécondé de devenir en un minimum de jours une abeille complète. Adulte. Adulte, mais aussi complète. Elle va avoir tous les organes génitaux, elle va pouvoir se reproduire, ça fait une reine. Que si on dilue la gelée royale, ce lait, avec un petit peu de miel, etc., on va avoir des abeilles qui ne vont pas être capables de se reproduire. Et ça va faire des abeilles. Mais entre une reine et une abeille, la génétique est identique. Mais c'est la façon dont on les a été nourris qui vont faire qu'au lieu d'éclore à 21 jours, la reine va éclore le 16e jour. Hein? Parce que lorsqu'il manque une reine, il faut aller très très vite pour la remplacer. Les abeilles vieillissent. Et il faut que la génération suivante vienne avant que les vieilles abeilles disparaissent entièrement. Donc il faut que la reine soit en état de pondre très très vite. Donc il faut 15 jours pour faire une reine, il faut 7 jours pour la féconder, et puis elle commence à pondre. Donc les jeunes abeilles qui ont 21 jours, elles-mêmes, elles naissent à 21 jours, il faut qu'elles commencent et qu'il y ait une reine de nouveau. D'accord. C'est mauvais que l'homme mette une pression, une demande de consommation sur cette gelée royale? Alors, pour faire la gelée royale, on doit supprimer la reine. Donc, c'est pas très positif pour les abeilles. On met la ruche sous un gros stress parce que en pleine saison, on lui supprime sa reine. Alors, elles vont commencer à remplacer leur reine vite, vite, vite. Alors, on fait des barrettes dans lesquelles on met des œufs
Et elles n'ont plus que ces œufs-là. Alors elles vont préparer les reines. Quand les reines sont bien nourries, on confisque tout et on leur fait recommencer. Hein, donc, de mon point de vue, c'est assez artificiel. Hein. Là, on met une vraie pression. Hein. On doit avoir, pour arriver à faire ça, on doit avoir plusieurs colonies dont on prend tout le temps le couvain qui va éclore, hein, et on le remet, puisque cette colonie, il faut la faire durer, la faire durer, la faire durer. Et puis, on vient pomper, avec une petite pompe, on vient pomper chaque fois la gelée royale. Et là, tu vois où je veux en arriver, parce qu'il y a des paradoxes sont tels que dans certains magasins qui sont orientés vers le bio et une réflexion sur la consommation responsable et le renouvelable, on trouve ce genre de produit. Parce qu'on lui attribue des variétés, des propriétés, parce qu'on lui attribue des propriétés, dit-on, thérapeutiques. Alors fondées ou pas fondées? Oui, c'est vraiment un produit extraordinaire. Hein. J'ai un ami qui un jour venait travailler à la maison, et je lui dis, tiens, voilà une cellule, et je lui donne un demi-centimètre cube de gelée royale, puisque sortait la ruche. Le lendemain, il dit, tu en as encore, parce que je perds beaucoup plus vite avec ça. Hein, donc, il sentait tout de suite. Donc, la gelée royale, oui, elle a plein de propriétés, ça se digère entièrement. Hein, il y a, pas de déchets. Ce que vous avalez est entièrement digéré, c'est un produit formidable, il y a toutes les enzymes, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un produit formidable. Donc, pour quelqu'un qui est très malade, exceptionnellement, c'est le produit qu'il faut. Maintenant, on peut arriver à pratiquement le même résultat, en différé, avec du pollen. Si je prends du pollen, il me faudra prendre du pollen pendant 3 semaines pour arriver à avoir le bénéfice qu'on a avec la gelée royale. Mais c'est possible. Mais quand je l'ai, je vais garder ce bénéfice aussi pendant 3 semaines. Donc il y a une alternative à la gelée royale. Voilà. Et récolter le pollen, c'est juste une colonie très prospère. On fait passer les abeilles qui rentrent avec le pollen dans une grille. Elles vont perdre 30% de leur récolte qui tombe dans un bac, et ça on récolte. Mais ça ne les met pas en péril, tout en permettant une consommation qui est bonne pour la santé, qui répond aux besoins. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Mais parce que Ou qu'on ne le fait pas assez. De nouveau, je pense que c'est parce que les gens ne savent pas ces nuances-là. Voilà. Et ils veulent toujours acheter le meilleur. Mais c'est aussi le plus cher. En prenant du pollen, on paye beaucoup moins cher. Et on a le même résultat. Et on a un résultat qui va s'étaler. Et le pollen est un produit qui est 3 fois aussi riche en protéines que du steak. Hein? C'est très très riche. Et ça se digère. Lorsqu'on mange du pollen, on ne doit pas faire la sieste pour le digérer. On est en forme. Le pollen est un produit excellent pour tous les problèmes qu'on peut avoir de digestion. Hein? Donc le pollen est un très bon produit, mais il y a des gens qui le prennent. Mais effectivement, je pense que les gens ne savent pas assez la nuance entre ces deux produits. Et dans l'ignorance, on achète le meilleur, nécessairement, mais c'est aussi le plus cher. Alors justement, on revient sur cette nuance et sur cette importance de consommer du miel d'abeille noire. Comment est-ce que je peux contrôler, si je vais dans mon magasin du coin, comment est-ce que je peux contrôler que le miel que j'achète correspond à du miel d'abeille noire? C'est systématiquement mentionné? Non, mais c'est un label. J'ai jamais vu. C'est-à-dire que, non, effectivement, le label est encore relativement confidentiel. Il a été lancé par l'association d'éleveurs d'abeilles noires de Chimay, auquel je participe. Nous garantissons que ce miel vient de colonies d'abeilles noires. Donc il y a des tests laboratoires qui sont faits? Ou c'est pas nécessaire même? Non, ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas nécessaire, le miel est pratiquement le même. Hein. Le miel, c'est du miel. Oui, on est d'accord. Mais le miel d'abeille noire, je promeus la biodiversité locale. Voilà. Ce que je ne fais pas avec du miel exotique. Maintenant, il y a un apiculteur qui avait des abeilles noires et des abeilles exotiques. Il passait d'abeilles exotiques en abeilles noires. Il a, une année, à Bruxelles, récolté tout son miel d'abeilles exotiques, il a nettoyé tout son matériel et il a fait la récolte de tout son miel d'abeilles noires. Il n'a rien dit, il a été au labo, il a dit voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces 2 miels. Et c'est vrai que dans le miel de ces abeilles noires, on a retrouvé plus de diversité. Mm-hmm. On a retrouvé des pollens, parce que c'est comme ça qu'on connaît l'origine du miel, on regarde le pollen qui s'y trouve.
chaque fleur a un pollen un peu différent, en taille, en forme, etc. Et on a un inventaire de tous ces pollens, donc on sait, ça c'est du tilleul, ça c'est du pissenlit. Ouais, bien évidemment, ce sont des empreintes chimiques, mais on se comprend, quoi. Ouais, voilà. Ça c'est du pollen d'aubépine, etc. Et puis, c'est vrai que dans celui d'abeille noire, on a retrouvé un peu plus de... Mais pour le consommateur, c'est pratiquement du miel et du miel. Le miel qu'on achète chez un apiculteur qui a des abeilles exotiques n'est pas un mauvais miel du tout. Hein, ça reste du très bon miel. Mais n'empêche que consommer ce miel-là en particulier, c'est vraiment un geste citoyen responsable pour l'environnement. Alors justement, ce label, on peut s'attendre à le voir de façon plus généralisée quand on peut déjà en mentionner une. Où trouve-t-on du miel de noir? On en trouve chez l'un ou l'autre producteur, apiculteur, collègue à Bruxelles. On le retrouve aussi perdu comme ça un peu partout en Belgique, très localement, et on est très minoritaire. Alors comment est-ce qu'on peut vous trouver justement par rapport à où on habite? Comment on peut faire? Alors, il y a un site, il y a un endroit où on peut aller? Oui, on trouve ça sur la page de mellifica.be. mellifica.be. Merci Benoît pour ce partage de passion. Au revoir. Au revoir.